à tous, nous sommes le 10 novembre 2021 et en direct de mon salon, j'ai décidé de faire une vidéo. Je suis Gaëlle Assoun, finaliste du Global Teacher Prize, c'est-à-dire que j'ai été en lice parmi les 50 premiers sur plus de 8000 candidatures cette année à faire partie donc du prix mondial de l'enseignant, l'équivalent du prix Nobel de l'enseignement. Ce soir aura lieu la cérémonie. Parmi les 10 premiers, nous comptons Juline Anquetin-Rault, une Française de Rouen, qui fait partie du ministère du Travail car elle enseigne au CFA de Rouen. En plus de sa boîte de cours particulier qu'elle a créée et dans laquelle elle travaille. Donc moi, je suis professeure de français et je dépends du ministère de l'Éducation nationale. Suite à cette grande aventure qui a eu lieu pendant presque 2 mois, puisque ça a commencé fin août, j'ai eu l'occasion de me faire interviewer, tout comme Juline, sauf que pour ma part, j'ai eu un petit peu l'embargo de la part de mon chef d'établissement qui a empêché les médias de venir filmer ma classe. Donc j'ai dû refuser pas mal de chaînes, pas mal de programmes, et pour ma part, je travaille sur l'empathie, c'est-à-dire qu'à l'instar de Juline, sûrement au même moment qu'elle, mais à 2 endroits différents de la France, j'ai décidé pareillement de mettre en place des techniques en lien avec les pédagogies Freinet, Montessori et consorts, sauf que j'ai un côté moins artistique qu'elle, et je ne me suis pas attardée sur le côté adaptation d'un matériel pédagogique à des adolescents. Et moi j'ai préféré en fait valoriser la relation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu adapter à ma fille quand elle est née, il y a 4 ans, depuis même le moment où j'étais enceinte, tout ce que j'ai pu apprendre sur l'autonomie, sur la CNV, la communication non violente, sur mes formations en tant qu'animatrice des ateliers Faber et Maselich, en tant qu'animatrice des ateliers philo pour les enfants, et grâce aussi au marrainage du docteur Catherine Guéguen qui soutient mon association. En fait, avec toutes ces nouvelles rencontres que j'ai pu faire depuis que ma fille est née, j'ai décidé d'adapter toutes ces pratiques que je faisais à la maison à l'école, au sein de l'éducation nationale. Donc cela a commencé il y a 4 ans. Doucement, mais sûrement. Et donc ce soir, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que pendant ces 2 mois en fait d'aventure, j'ai bien regardé les médias, j'ai été interviewée moi-même, et j'ai regardé les reportages récemment là, de Juline. Je me suis dit, mais mon Dieu, les médias français lui accordent tellement peu de temps. Je me suis rendu compte que les médias traitaient l'éducation nationale, en tout cas traitaient les sujets en lien avec l'éducation nationale de façon très succincte, très brève, très superficielle. Alors bien entendu, on comprend, pas de temps d'écoute, pas d'audimat, enfin ça je sais pas trop, parce que finalement les parents et les Français en général sont quand même intéressés par l'éducation. Et si on pouvait parler de façon constructive et plus longue sur ce qu'est vraiment l'éducation nationale, je pense que ça intéresserait beaucoup de Français et beaucoup de chaînes, du coup, beaucoup de productions. Et depuis, on aurait peut-être une émission de qualité sur l'éducation nationale. Il manque en fait cette autorisation d'entrer dans l'établissement. C'est-à-dire que finalement, on met nos enfants dans l'école, mais on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas vraiment l'opportunité ni le loisir de rentrer dans cette école ouverte dont nous parle Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, dans laquelle on met nos enfants. Donc en fait, il faut être dans une école de la confiance. On est pour une école ouverte, et là en revanche, je suis tout à fait dans l'axe ministériel de Jean-Michel Blanquer, et là je fais appel à tous ceux qui ont vraiment lu son livre, et pas à ceux qui ont fait semblant et qui le critiquent sans arrêt. Je parle vraiment de son livre là, je parle pas d'autres mesures qu'il aurait pu prendre, ou je suis pas en train de parler politique. Je parle vraiment de vision de l'éducation nationale. Et dans ce cas-là, j'ai bien vu que les reportages étaient creux et que la controverse, on va dire, elle se fait pas vraiment. Donc moi-même, on a refusé les médias d'entrer dans ma classe alors que je fais partie de l'éducation nationale pour voir comment je pouvais essayer de mettre en place l'empathie dans mes programmes, dans les politiques, dans les stratégies, on va dire, pédagogiques de l'établissement. Donc vous, parents, moi-même parent finalement avec ma fille, quand
je me retrouve devant la porte de l'école, comment vous pourriez bien faire pour venir voir comment ça se passe dans nos classes. Alors j'ai décidé de faire une série et mettre à contribution ce que je sais d'éducation nationale, comment je le vis moi au quotidien, et bien entendu d'un point de vue objectif. Je suis pas là pour casser qui que ce soit, je suis là pour montrer la difficulté de mettre en place l'empathie au sein de l'éducation nationale. Pourquoi j'ai envie de faire cette série, et donc ce premier épisode qui est un petit peu ni monté, qui est un peu fait comme ça très rapidement, il a été impulsé par aujourd'hui la lecture d'un article, d'un podcast qui a eu lieu en septembre, à propos d'un livre publié par les éditions Retz, qui s'appelle Gérer une classe difficile, et qui a été écrit par Éric Battu. Donc j'invite tous les enseignants, et puis même finalement vous allez voir tout le monde, même les parents, à acheter son livre et à le lire, puisque dans son podcast, il nous explique, dans le podcast qui lui a été consacré, on nous explique les trucs et astuces. Alors ça, je veux dire que c'est super génial. Les trucs et astuces, on a tous eu envie d'en avoir quand on a commencé à enseigner, puisque vous le savez ou ne vous le savez pas, quand on est enseignant, on passe un concours agréation, ça c'est le Saint Graal, et le certificat, le CAPES, d'aptitude à pouvoir enseigner en France. Et on passe ce concours qui est totalement et purement théorique. C'est vraiment du savoir théorique universitaire. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Si vous n'y arrivez pas, j'espère que vous avez une grande confiance en vous et que vous n'allez pas lâcher. C'est comme Julie Nanquetin-Rowe finalement, puisque les médias ont taxé le fait qu'elle a raté le CAPES. Finalement, elle est parmi les 10 premiers au monde à concourir pour le prix mondial de l'enseignant. Alors d'un côté, vous avez bien entendu les enseignants mauvaise langue qui la critiquent sur les réseaux sociaux et qui disent des horreurs sur elle, je ne les reprendrai pas. Et puis de l'autre côté, au contraire, on a ceux qui l'encouragent, et je fais partie de ceux qui l'encouragent, et je fais partie de l'éducation nationale, et j'ai passé ce concours, et je sais à quel point c'est difficile, et je comprends sa situation parce que j'ai été longtemps contractuelle, et c'est la situation de tout le monde, de tous les enseignants qui ont pu essayer de passer ce concours. C'est cette espèce d'incohérence entre la théorie universitaire. Alors moi, je suis tout à fait pour que cette théorie universitaire, elle reste ancrée dans un concours ou une autre manière de recruter, mais en tout cas, qu'elle soit présente, puisque quand même, ça permet une certaine réflexion et un certain regard Bac+5 de conceptualisation des cours, de savoir, et une réflexion sur la didactique qui, selon moi, ne peut pas s'acquérir en licence 3, en licence 2. En tout cas, aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir ce Bac+5. Alors, qu'il soit revalorisé ou pas, c'est pas le débat aujourd'hui. Cette théorie, une fois il faut absolument pouvoir la mettre en place dans la pratique. Surtout quand on est jeune et qu'on a passé son bac et qu'on a passé nos Bac+5 et qu'on n'a aucune expérience professionnelle, qu'on n'a aucune expérience que ce soit dans la vie professionnelle, et qu'on arrive comme ça face à des enfants. Donc déjà, je suis d'accord avec la réflexion qu'il doit y avoir entre le passage entre la théorie et la pratique. Et pourquoi je parle d'Éric Battu aujourd'hui ? Parce qu'Éric Battu, il va nous donner des clés. Il le dit lui-même, je vais les appeler rapidement, les trucs et astuces pour gérer une classe difficile. Alors moi, je passe les trucs et astuces et j'arrive à ce qui m'a le plus... pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, et ça m'a donné l'idée de faire une série, puisqu'il nous parle de compétences sincérité. Alors imaginez, vous êtes enseignant, en tout cas vous êtes sur le point de le devenir, vous avez votre Saint Graal, vous êtes maintenant assuré de votre théorie, vous arrivez dans la pratique. Donc on est dans un monde réel et concret. Le monde pratique, il n'y a pas de préparation si maintenant il y a les MEF, on peut être stagiaire, aller un petit peu, on vous laisse entrer dans les classes de temps en temps sous la responsabilité d'un titulaire qui va vous surveiller en tant que stagiaire, etc. S'il a bien envie, il va vous laisser un petit peu de responsabilité dans sa classe, mais on sait bien qu'il n'a pas lu finalement l'œuvre d'Éric Battu. S'il a des trucs et astuces, tant mieux. S'il n'en a pas à vous donner, tant pis. Et quand cette période-là est passée, vous entrez dans le vif du sujet, vous êtes enseignante, c'est la première rentrée, et vous attaquez votre classe. Vous attaquez... En tout cas, vous allez rester dans l'optique que vous allez être confronté, vous seul, dans votre classe,
puisqu'il y a vraiment le seul pays en France, enfin le seul pays, pardon, c'est la France, dans lequel les observations en classe, que ce soit des chefs d'établissement, des autres professeurs, des stagiaires, c'est là où on voit le moins de monde passer. Les seuls moments où peut-être vous allez voir des gens, c'est quand vous allez vous faire inspecter. Alors, du coup, vous êtes très souvent très seul. Et à ce moment-là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais face à tous ces enfants? Surtout que si vous commencez un REP+, vous êtes face à des collégiens. Vous êtes là, vous avez préparé votre beau cours, magnifique. On vous a dit dans la théorie comment faire votre séquence, comment il faut la commencer, comment il faut la terminer. Hein, vous n'avez pas oublié vos petites évaluations, il va falloir tester. Puis alors maintenant, de temps en temps, un petit peu, il y a des formatrices qui vous parlent de neurosciences, avec un feedback proche, hein, de répétition, il faut des rituels. Oui, bon, c'est de la théorie. Maintenant, vous allez essayer d'appliquer ça avec des enfants, dans la vraie vie. Et c'est là où Et donc, Éric Battu nous parle de compétences, tenez-vous bien, sincérité. Ah voilà, moi j'ai passé un concours, je viens de me taper Bac+5, j'ai pas fait psycho, et on parle de sincérité. Alors comment je développe cette compétence sincérité, dites-moi. Sur le tard. Si je l'ai pas. Donc si je l'ai pas, comment ça va se passer? Vous allez bientôt être catégorisé vers les professeurs, par les élèves qui vous diront que vous êtes un professeur horrible. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous faire sortir de là, ils vont vous faire sortir de vos gonds. Puis de l'autre côté, sinon, heureusement, vous avez cette autorité naturelle, comme on dit, et vous allez pouvoir avoir la paix grâce à vos trucs et astuces que vous aurez développés vous-même. Et on vous dira, c'est une question de feeling. Non, en fait, ça s'apprend. L'empathie s'apprend. La communication non violente avec les enfants, ça s'apprend. Et tout ça, ça s'apprend, mais ça doit faire partie d'une formation. Ce n'est toujours pas le sujet de cette vidéo. On reste sur la compétence sincérité. Compétence sincérité, je vous rappelle, apparemment, s'acquiert, mais il va falloir du temps. Et oui, il faut du temps, puisque comme il le dit, Éric Battu, je le cite, il faut apprendre à se connaître en tant que personne. Donc là, on est dans le Socrate, connais-toi toi-même, on est en plein philosophie. On est en limite, vous savez, j'appelle mon coaching là, de développement personnel, et je lui dis, s'il te plaît, viens me dire comment je dois faire pour comprendre qui je suis en tant que personne. Mais s'il te plaît, fais vite, parce que demain j'ai un cours. Et il faut que je puisse le mettre en place, parce que sinon, j'ai une classe de 35 élèves qui va me sauter dessus, et je ne vais pas savoir quoi faire. Vous comprenez ici tout ce qui est hallucinant. Alors, moi, je dis quand même merci Éric Battu, parce que je trouve que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il dit dans son podcast, quand il se fait interviewer par les éditions Est, c'est très intéressant et ça va servir, vraiment. Et il a eu le temps, et il a eu l'intelligence et la façon d'écrire, de mettre en place et de théoriser, enfin, la gestion d'une classe difficile. Mais pourquoi j'en parle là et pourquoi ça a été mon déclencheur? Parce que dans les faits, comme aujourd'hui, ce que je vis dans ma classe, dans un collège REP+, et pourtant, je suis formée, et pourtant, mon développement personnel m'a emmené vers les neurosciences affectives, vers, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, toute une série de formations pour l'accompagnement de l'enfant vers l'éducation positive. Alors, je fais un petit nota bene là. L'éducation positive, c'est pas « Oh mon chéri, oui, tu es super, tu es magnifique, tu fais tout ce que tu veux ». Non, c'est pas ça l'éducation positive. L'éducation positive, c'est accompagner l'enfant en tant que personne, le considérer comme une personne depuis le moment où il est né. Donc ça va être très dur pour la plupart des personnes qui pensent qu'un enfant c'est un gros bébé jusqu'au moment où il devient même lui-même parent. Et c'est de faire tout ça dans un cadre bienveillant et ferme. Alors bienveillant, hein, on met aussi de côté, comme je dis, tout le caring washing, c'est l'équivalent du greenwashing. Vous savez, on met du bienveillant à toutes les sauces, comme ça on se dit que d'un point de vue marketing, ça va marcher. Non, c'est pas ça non plus. La bienveillance, c'est vraiment avoir un cadre ferme, une autorité qui est juste, et comme le dit très justement Éric Battu, qui est basée sur la sincérité. Ce que je dis, je le fais. En gros, c'est être en accord avec, c'est-à-dire le cerveau, il va être en accord avec les actions. Tiens, de la théorie à la pratique, on est en correspondance.
Donc à partir de là, comment je fais? Parce que personnellement, je vous raconte un épisode d'aujourd'hui. Je suis en classe, tout va bien. Alors, franchement, il y a 95% de chacune de mes classes, même si je suis en REP+, qui est tout à fait apte et, comment dire, à la non-violence et qui acceptent de faire cours et même qui sont là pour apprendre. Donc on a toutes les pédagogies, toutes les stratégies, innovation numérique que vous voulez et dont on entend parler. Les WooClap, les Pickers, les petites flashcards, tout ce que vous voulez. Les ateliers en autonomie, un petit cours magistral, mais en fait ça dure 15 minutes, on ne dépasse pas le TDX. Et puis ensuite, on passe en atelier, on les met en îlot ou on les met pas en îlot, on divise avec les ordinateurs ou on ne divise pas avec les ordinateurs. Ça, j'ai envie de dire, la méthode Montessori de travail en classe autonome, comme le prône Juline, il y a beaucoup d'enseignants dans l'éducation nationale qui ont déjà commencé à le faire, alors qu'ils n'ont peut-être pas aussi théorisé qu'elle, qui n'ont peut-être pas autant de matériel qu'elle, et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui fait qu'elle est sélectionnée au Global Teacher Prize. Mais en tout cas, ça existe. Là où ça va pêcher, c'est comment je fais quand j'arrive avec tout mon matériel et que vous avez l'élève lambda qui va vous mettre en l'air le cours. Donc vous faites quoi? Et ça, c'est la réalité d'un enseignant. C'est la réalité de tous les jours d'un enseignant. C'est-à-dire qu'un enseignant, tous les jours, il a la voix un peu enrouée comme moi, à force de pas crier, non, à force de parler, d'essayer de parlementer avec les parents, avec les enfants, avec la direction, avec la vie scolaire, et pour essayer de trouver des solutions qui pourraient faire en sorte que l'enfant qu'on essaye d'inclure dans le cadre de l'école inclusive, qui a des difficultés, on va dire, de troubles d'hyperactivité, qui a même des troubles cognitifs, qui peut avoir différentes choses qu'il va falloir gérer. Ça peut être aussi très facile à mettre en place, dans le sens où vous allez pouvoir trouver des alternatives. Moi, je vous parle de l'enfant qui, peu importe ce que vous dites et peu importe ce que vous faites, il se lève, il fait du bruit, il ricane, il fait des bruits d'animaux, il sort de la classe tout seul. Et je vous rappelle qu'il est sous votre responsabilité. Ensuite, il fait le tour. Et là, vous avez toute une série, un protocole à faire suivre par votre enseignant, à faire suivre dans l'établissement pour rendre compte des faits et gestes de cet enfant parce qu'il est sous votre responsabilité, avec une échelle de punition et de sanctions qui vont aller en accord ou pas et qui vont être décidées par les instances de l'établissement, in fine, le chef de l'établissement ou la chef d'établissement. Mais tout ça, ça sert à quoi? Parce qu'au final, cet enfant, le temps que tout se mette en place, déjà il est en souffrance lui-même, vous êtes en souffrance, parce que, comme j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne vais pas l'attacher, je ne vais pas le frapper non plus, je ne vais pas l'insulter, on a beau le raisonner et autres, qu'est-ce que vous voulez faire face à ces enfants qui sont vraiment en rébellion totale contre quelque chose qui les anime, en tout cas qui sont en lien direct avec la psychanalyse. Et c'est pour ça que vous avez des enseignants qui sont sans arrêt en colère, que vous avez sans arrêt des syndicats qui sont en colère, et que c'est pour cette raison aussi que tout ce qui peut venir du gouvernement souvent, ou des idées d'innovation, ou même le Global Teacher Prize, sont rejetés totalement. Parce que l'enseignant lambda de l'éducation nationale, peu importe s'il est professeur des écoles, professeur documentaliste, professeur comme moi de discipline en lycée ou en collège, maintenant psy-EN, parce qu'ils font partie en tant que psychologue de l'éducation nationale de notre établissement, les assistants sociaux, les AED, toutes ces personnes qui travaillent dans les établissements scolaires, vous leur dites quoi? Gérer une classe difficile. Vous allez leur donner un livre à lire, alors qu'on sait tous qu'on a besoin de moyens humains. Et c'est ça le problème, c'est les moyens humains. Donc,
Je pense que la prochaine vidéo, elle portera sur la façon de pallier au manque de la personne humaine. Comment faire quand on n'a pas assez de personnel pour pouvoir mettre en place une éducation positive, de l'empathie au sein de son cours et qui ne prendra pas plus de temps que prévu parce que on est déjà assez fatigué des projets, des innovations, du manque de personnel et de tout ce qui peut sortir comme article du matin jusqu'au soir qu'on n'a pas le temps de lire parce que ces articles il faut les digérer pour ensuite les transformer en pédagogie de classe. Voilà, donc j'espère que cette série vous plaira. J'ai envie de dire, de toute manière, je la ferai. Et en tout cas, qu'elle aidera les personnes qui sont intéressées. Vous êtes invités à participer. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, si vous avez envie de m'écrire pour me faire remonter des questions, si vous avez envie de participer d'une autre manière que ce soit, c'est-à-dire même en faisant vous-même des petites vidéos ou des petits podcasts, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je les intégrerai. Je pense qu'à la vitesse où j'ai des projets et des choses à faire, je ne vais pas faire un podcast, une vidéo tous les jours. Et je ne pense pas que je pourrais faire toutes les semaines. Mais je pense que je vais commencer par une fois par mois. Alors je vous dis au mois prochain, rendez-vous en décembre. D'ici là, on saura qui a gagné le prix, l'équivalent du prix Nobel de l'éducation. J'espère en tout cas que ça fera un gros buzz pour la France puisque j'encourage tous les enseignants de l'éducation nationale et même les enseignants en dehors, dans les privés ou dans leurs boîtes de cours qu'ils ont créées et qui ont de l'imagination, qui ont créé des associations et qui essaiment autour d'eux. Et je les encourage à participer au Global Teacher Prize parce que c'est au-delà d'une reconnaissance. C'est vraiment pas ça qui est cherché quand on participe. C'est le fait de faire partie d'une communauté qui vous comprend et éventuellement de gagner un prix quand même d'1 million de dollars qui vous permettrait de faire avancer vos projets et de faire en sorte de vivre dans un climat de travail serein et bienveillant. Je vous dis au mois prochain et puis d'ici là, passez une bonne soirée.